Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous pour le troisième webinaire avec notre maître conférence, Blandy Gauthier. Cette présentation s'inscrit dans le cycle consacré à la civilisation Inca et traite de l'expansion de cette culture à travers l'exemple du site de Pachacamac et de celui de Chachapoyas. Mais avant de commencer, un petit clin d'œil aux conditions sanitaires demandées pour notre gouvernement pour l'arrivée au Pérou. À ce jour-là, on vous demande un test PCR 72 heures à l'avance, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur demandée par la Direction générale des migrations, qu'on appelle la déclaration jurada. On vous invite à vous renseigner quelques jours avant de votre départ, car les dispositions peuvent changer. Ne n'oubliez pas que pour la France, nous sommes considérés encore un pays orange. Et on vous demande votre passe sanitaire avec les 2 vaccins. Et maintenant, je laisse la parole à notre invité. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent depuis le Pérou, puisque je sais que nous sommes écoutés là-bas également, et je vous remercie d'être présents pour cette nouvelle intervention. Et donc, nous allons traiter aujourd'hui de la suite de ma présentation ultérieure, à savoir la culture Inca. Mais la culture Inca vue à travers l'expansion de l'Empire et 2 exemples flagrants de l'implantation Inca dans des territoires qui n'étaient pas le leur auparavant, à savoir le site de Pachacamac sur la côte Pacifique et le site de Chachapoyas dans la partie de l'Amazonie centrale, ce qu'on appelle les Cejas de Selva, c'est-à-dire en fait la haute Amazonie, l'Amazonie du côté de la cordillère. Donc, je vous représente ici une petite carte vous montrant donc l'étendue de l'Empire Inca au moment de l'arrivée des Espagnols. Alors, je sais que le terme empire n'est pas exactement le terme qu'il faudrait employer, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Certains pensent que ça convient à la culture Inca, d'autres pas. En tous les cas, je l'emploie pour que ce soit plus simple, mais je sais que c'est un thème qui est encore discuté parmi les spécialistes. Et donc, à gauche, la carte de gauche, vous voyez l'étendue de ce qui est donc le Tawantinsuyu, à savoir donc l'empire des 4 soleils. La région les 4 régions du soleil, à savoir donc le Chinchasuyu, l'Antisuyu, le Koyasuyu et le Kontisuyu. Cette superficie-là a été conquise en moins de 100 ans par les Incas à travers différentes campagnes militaires qui ont marqué l'expansion de l'Empire depuis la ville de Cusco, vous le voyez ici, qui est au centre donc de cette création de conquête de ce territoire. Alors, cette conquête, elle va se faire à travers le règne de plusieurs Incas, dont on connaît l'existence d'un point de vue historique, qui sont donc Pachacutec, qui est le fondateur, on va dire, de l'Empire en tant que tel, et ceux qui vont lui succéder, Tupac Yupanqui, Huayna Capac, et finalement Atahualpa, qui sera exécuté par Francisco Pizarro. Donc, vous voyez à droite ici les territoires qui ont été soumis par ces différents empereurs qui se sont succédés au cours du temps à travers donc le nord de l'Équateur et jusqu'au sud du Chili, jusqu'à la ville de Santiago du Chili. La façon dont les Incas vont élargir leur territoire est en fait très caractéristique puisque chaque fois qu'un Inca décédait, sa panaca, c'est-à-dire son lignage, s'occupait de ses terres et de l'endroit où sa momie était gardée, mais le successeur, celui qui prenait le pouvoir, eh bien lui se devait d'aller conquérir d'autres terres sur d'autres territoires. Et c'est de cette façon-là que va se marquer en fait la conquête Inca. Mais les populations qui vont être soumises à ce pouvoir coercitif mené par les Incas n'acceptent pas toujours forcément le joug Inca. Lorsque ces derniers arrivent sur un territoire, ils imposent le culte du soleil, la pratique de la langue quechua et surtout le paiement d'un tribut. C'est un tribut qui devait être payé en matériaux locaux, en produits agricoles, en textiles. Et c'est ce tribut-là qui souvent pose problème aux populations parce qu'ils vont le percevoir comme étant de plus en plus lourd à payer.
Et les Incas, en réalité, ne détruisent jamais les structures sociales ou les structures religieuses. Ils vont même reprendre pour eux les modes de fonctionnement locaux et les divinités locales, puisque les divinités de tel ou tel endroit seront amenées à Cusco, placées dans un temple à part entière et vénérées, intégrées au panthéon local. C'est pour cela que les Incas auront beaucoup de mal avec les évangélisateurs et les Espagnols, qui, eux, détruisent les idoles dans les différents lieux qu'ils vont traverser et imposent le culte, un culte souverain qui sera bien sûr le culte catholique. Mais il ne faut pas croire non plus que les Incas vont faire ces conquêtes de façon pacifique. Parfois, ça se passe bien parce qu'on fait de la diplomatie dans un premier temps et on dit en gros aux gens, regardez, nous sommes plus forts que vous, donc vous vous soumettez à notre pouvoir. Et parfois, ça va plutôt mal se passer lorsque ces populations n'acceptent pas cette domination Inca. C'est le cas, par exemple, dans la région de l'Équateur, ici dans la région de Quito, où on sait qu'il y aura des combats et des révoltes très fortes entre les Caranquis, les Carangues et les Incas, et qui va se solder par un massacre. On a une lagune qu'on a appelée la lagune de sang, qui s'appelait Yahuarcocha, et dans laquelle les chroniques nous racontent que des milliers de personnes ont été massacrées par les Incas pour avoir refusé de se soumettre à leur pouvoir. Et en réalité, sur tout ce territoire que vous voyez, il y a beaucoup de petites enclaves qui, au moment de l'arrivée des Espagnols, ne sont pas du tout soumises à l'Empire Inca. C'est le cas notamment des Chachapoyas, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, au cours de leur expansion, on a à peu près 80 centres cérémoniels qui vont être mis en place par les Incas. Alors, des centres qui combinent toujours un pouvoir religieux et un pouvoir à caractère profane, mais on a assez peu en fait de restes de ces implantations parce que très souvent ces sites vont être détruits, soit lors de la guerre civile entre Huáscar et Atahualpa avant l'arrivée des Espagnols, soit après l'arrivée des Espagnols où ces derniers vont récupérer des pierres pour construire leurs propres édifices. Donc un site Inca entièrement préservé. Le seul que nous possédions réellement, c'est Machu Picchu, tout simplement. Mais on a des traces d'autres lieux qui marquent justement, qui nous donnent des informations, en tous les cas, sur la façon dont les Incas vont exploiter les ressources naturelles des différents endroits. Par exemple, dans le Collasuyo, donc vers le sud, dans la partie en direction du lac Titicaca, on a ici Umaporco, qui est un site que les archéologues ont reconstitué de façon artificielle. On a les restes d'une grande place principale qui était souvent le lieu dans lequel toute la population se réunissait. Et à l'époque Inca, on a beaucoup de marques de festins, de fêtes, de réunions de population qui se faisaient aux frais de l'Inca, et des lieux de stockage. Vous voyez ici des petites constructions circulaires qui étaient des lieux dans lesquels on entreposait le maïs, les haricots, les différentes productions que chaque secteur optimisait de son côté. Et en fait, le problème des villes Inca, c'est qu'elles sont construites de toutes pièces, et ceux que l'on envoie vivre dans ces agglomérations sont des fonctionnaires qui sont mandatés par la ville de Cusco pour venir gérer la population locale qui, en l'échange du travail des terres de l'Inca, pouvait, elle, travailler les propres terres communautaires locales. Mais ces terres communautaires donc, qui appartenaient au village, on prélevait donc un tribut sur la rentabilité de ces terres. Et donc, on avait en fait toujours un système de réciprocité qui était mis en place et qui permettait aux Incas de toujours donner quelque chose et de recevoir en échange. Et ce système de réciprocité fonctionnait vraiment très bien dans l'Empire. Néanmoins, il n'était pas toujours accepté par tout le monde. Un autre centre qui s'appelait Huánuco Pampa a été pas mal fouillé par les archéologues ces dernières années. Et là aussi, on a recréé, regardez la carte, une grande place cérémonielle avec tout un ensemble de centres résidentiels et de lieux de stockage de denrées agricoles. Et là, on a quelques bâtiments beaucoup plus élaborés que sur celui que je viens de vous présenter, avec une porte à double jambage qui marque bien ici l'entrée vers un lieu sacré, des petits félins dans la partie supérieure qui marquent justement l'accès à ce
qui était probablement un temple, un lieu particulièrement important, mais malheureusement, le reste de l'enceinte a été démoli. Mais cela nous prouve bien qu'on mélange toujours l'activité profane et l'activité sacrée, parce que n'oublions pas que les Incas imposaient donc le culte solaire, de même que des cultes de leur panthéon local qu'ils mélangeaient allègrement avec les cultes locaux. En ce qui concerne les lieux de stockage de denrées agricoles et de production locale, eh bien, on a des éléments, comme je vous ai montré, donc de construction de silos, comme par exemple ici sur des illustrations de l'époque coloniale. Vous voyez ces silos avec les portes d'entrée et les toits en nichu, c'est-à-dire en paille andine. Ici, vous avez un kipukamayok qui a fait un kipu, donc ces cordelettes à nœuds qui servaient à enregistrer des denrées et qui servaient à comptabiliser justement les tribus qui étaient payées à l'Empire. Et le site de Rachi, qui est un site situé au sud de Cusco, donc en allant vers le lac Titicaca, nous montre aussi tout un ensemble, regardez, de silos, de restes de silos, dans lesquels on gardait les récoltes de maïs ou les récoltes des différents produits locaux. Et cet ensemble de Rachi est le mieux préservé que nous possédions et qui nous montre qu'effectivement, on a là un lieu à caractère agricole qui était géré par des fonctionnaires, mais on a aussi un grand temple, dont vous voyez les restes des murs ici, que l'on appelle le temple de Viracocha, et qui montre qu'on avait aussi une activité à caractère religieuse sur un lieu qui, à premier abord, paraît être plutôt un lieu agricole. Ces fonctionnaires étaient mandatés donc pour venir habiter dans ces villes, si bien qu'en réalité, ces agglomérations souvent étaient habitées par des étrangers, des gens qu'on appelait les mitimae, qui étaient des gens qui provenaient d'autres agglomérations déjà soumises au pouvoir inca, que l'on avait déplacées volontairement, si bien que ces villes, en fait, elles sont pas ancrées dans un passé culturel important. Ce sont des villes créées de toutes pièces pour alimenter justement la production locale et s'assurer que les versements des tribus étaient bien réalisés à la couronne, à Cusco, à l'empereur. Et du coup, eh bien, lorsque l'Empire s'écroule avec l'arrivée des Espagnols, eh bien, toutes ces agglomérations vont être abandonnées très rapidement. Et c'est ce qui s'est produit justement sur le site de Machu Picchu. Sur l'altiplano, on a un autre site qui s'appelle Pumbu, qui vous le voyez ici, bon, il reste vraiment que des sous-bassements des anciennes constructions, mais on a pu cartographier ce site. Donc on retrouve toujours cette même place principale qui était donc consacrée aux fêtes et aux réunions, et puis les ensembles des petites maisonnettes qui servaient à stocker les denrées agricoles avant qu'elles ne soient envoyées vers Cusco. Et dans certaines de ces constructions, on gardait aussi dans ces aribales, qui étaient les grandes amphores, les grandes jarres que l'on trouve à l'époque inca, eh bien on gardait la chicha. Et la chicha, c'était très important puisque c'était cette boisson fermentée de maïs qui était utilisée pendant toutes les fêtes, pendant toutes les réunions, pendant tous les moments mémorables de la société locale. La chicha est incontournable lors d'une cérémonie. Et à Cusco, celle qui la préparait et qui la gérait, c'était les fameuses Vierges du Soleil, qui étaient très respectées dans la population et qui avaient un rôle très important à jouer lors de l'organisation des fêtes principales. Quand on garde les denrées agricoles, on avait aménagé des systèmes qui permettaient toujours le passage de l'air à l'intérieur du silo. Ces silos étaient aménagés donc avec des petits canaux qui permettaient la circulation d'air à l'intérieur et également des petits canalisations de drainage des eaux qui permettaient aussi d'éviter les inondations et une humidité trop importante à l'intérieur de l'habitation. Donc tout ça a été très étudié, était très travaillé par les Incas qui possédaient donc des techniques pour garder ces productions agricoles qui étaient très élaborées. Mais comme je viens de vous dire, en fait, donc, ces conquêtes se font parfois par la force, mais elles se font aussi toujours sur une base de donnant-donnant.
Et le travail, l'exploitation des ressources agricoles fonctionne de cette façon-là. On a la population qui va donner une force de travail à ses représentants qu'on appelle des curaca, qui sont ceux qui vont diriger en fait la main-d'œuvre locale. Ces curaca eux-mêmes vont donner de leur force de travail à l'Inca et l'Inca va distribuer des ressources puisque les tribus qui sont payées par chaque entité de population sont réunis à Cusco et c'est l'Inca qui s'occupe de redistribuer justement ces tribus qui ont été payées, comme je vous disais, en matière agricole ou en textile. Donc c'est l'Inca qui assure en fait la redistribution de toutes ces denrées et de pouvoir compenser de cette façon-là. Quand on a plus de textiles d'un côté et moins de maïs de l'autre, eh bien on va justement verser pour équilibrer d'une partie et de l'autre. Et on a cette fameuse mita qui est le travail volontaire obligatoire, hein, qui passe directement de la population vers l'Inca, puisqu'on demandait en fait à des groupes de gens de venir donner de leur temps de travail à la construction d'un pont, à l'aménagement d'une voie de circulation, à la construction d'un temple, mais en échange, on rémunérait ces gens en leur donnant justement des textiles ou des produits agricoles. Donc on a un système de redistribution qui fonctionne très bien. Et dans le monde andin, je dirais au niveau local, c'est toujours pareil. C'est aujourd'hui pour moi, demain pour toi. Et l'entraide est à la base, en fait, des relations sociales à l'intérieur de la société. Et les Incas, lorsqu'ils vont partir s'installer dans tous ces territoires, eh bien, ils vont aussi faire preuve de beaucoup de pragmatisme. Pardon. Les Incas sont des bâtisseurs. Dans la région des Andes, on utilise l'andésite, le granit, que l'on va donc tailler pour faire des magnifiques constructions. Mais sur la côte, on n'a pas de pierre, on n'a pas de granit, on n'a pas d'andésite. Donc, on va s'adapter au matériel local. Et par exemple, ici, vous avez une photo de Tambo Colorado, qui est un site, donc Inca, sur la côte pacifique, donc dans la zone désertique. Et on voit ici comment les Incas ont simplement adopté les modes de construction locaux, c'est-à-dire l'adobe, la brique crue mélangée avec de la terre, séchée au soleil. Et c'est cette brique crue qui va donc être à la base des constructions que vont réaliser les Incas sur la côte pacifique. Mais à partir de cette occupation Inca sur la côte, eh bien, on va mettre en évidence en fait une occupation Inca sur un site très important qui est le site de Pachacamac. Ici, vous avez une carte qui vous montre en fait la vallée de Lurin, qui est ce petit fleuve qui se jette dans l'océan Pacifique. Pachacamac est à environ une quarantaine de kilomètres de Lima. Et voyez qu'il y a des tas d'implantations qui sont pré-Inca. Et le site de Pachacamac est tout à fait intéressant pour comprendre justement comment les Incas sont venus superposer leur culture à des cultures locales qui sont là depuis des millénaires et comment ils vont absorber en fait ces traditions locales et mélanger leur pouvoir et leur tradition avec ces populations. Donc voilà ici une photo de la maquette du site de Pachacamac, qui est quand même un site qui s'étend sur 572 hectares, donc c'est un site très important, mais qui est un site qui date déjà du début de l'époque chrétienne. Et lorsque les Incas arrivent à Pachacamac, cet endroit est déjà un centre cérémoniel très important, très développé, dont vont s'emparer les Incas. Et cette carte, cette maquette que vous voyez ici rend compte en fait des différents quartiers, des différentes constructions qui se sont aménagées au cours du temps depuis le début de l'ère chrétienne. La première chose qu'on peut constater, c'est que le cœur cérémoniel de Pachacamac se trouve ici dans la partie au nord, où on a le vieux temple de Pachacamac, le temple peint dont je vais vous reparler, et le temple du soleil qui lui est d'époque Inca. Et on a une petite enceinte qui marque en fait le cœur cérémoniel du site. On en aura une deuxième ici qui va entourer d'autres constructions à caractère résidentiel et cérémoniel, qu'on appelle des pyramides à rampe, dont je vais vous parler, et une troisième enceinte qui est beaucoup plus importante et qui va entourer en fait toute la ville. C'est comme ça que les Espagnols vont découvrir Pachacamac après la conquête. Donc c'est un site qui s'est aménagé au cours du temps, mais qui en fait commence à l'ère chrétienne et commence avec une petite culture locale qu'on appelle la culture lima.
Cette culture Lima, elle est présente dans toute la vallée de Rimac, là où se trouve à l'heure actuelle la ville de Lima, dont le nom découle de ce nom-là, et dans la vallée de Lurin, où on a toutes ces implantations que je viens de vous montrer. La culture Lima, elle va rester présente dans cette zone géographique de 100 à 600 de notre ère, et c'est elle qui est à l'origine de la constitution du site de Pachacamac. Vous voyez ici un petit complexe résidentiel qu'on appelle la Huaca de los Adobitos, donc adobitos pour adobe, c'est-à-dire la brique crue. Et vous voyez en fait que ces briques sont placées, on a appelé ça une technique de bibliothèque, parce que les briques sont toutes placées les unes à côté des autres avec des parties horizontales de façon à mieux résister aux tremblements de terre. Et les murs en fait bougent, sont flexibles mais ne s'écroulent pas. Et on a aussi retrouvé du bois de lucuma, qui est un arbre de la côte, qui servait, vous le voyez ici, de poteau pour tenir le toit de l'habitation. Cette culture Lima, là vous avez encore donc des restes de murs d'origine et de murs qui ont été remontés par les archéologues. Et en fait, cette culture Lima, elle nous a laissé quelques constructions, comme celle de la Huaca de los Adobitos, et aussi une production céramique, comme celle que vous voyez ici, une céramique à deux corps avec un petit pont qui relie en fait les deux corps de cette céramique. Là, on a des petits personnages qui sont représentés avec des décorations sur le plastron de ce personnage principal. On a toute une série de céramiques, mais on a un petit peu de mal à déterminer en fait l'importance du site de Pachacamac au moment de la culture Lima, parce que ensuite vont venir se superposer d'autres cultures qui vont agrandir le site de Pachacamac, comme par exemple la culture Wari, qui à partir de 650-700 de notre ère va s'installer à Pachacamac et va se mélanger avec la culture Lima. Les Wari, ils viennent de la partie andine, donc de l'intérieur des terres. Et ils vont occuper en fait toute cette partie du littoral pacifique en superposant leurs traits à ceux de la culture Lima. Et vous avez ici une très jolie céramique typique de la culture Wari, avec deux petites pointes et un petit pont, et puis un personnage ici qui représente en fait un condor humanisé avec un style très rigide, très carré, qui est vraiment typique de la culture Wari. On a retrouvé un cimetière à Pachacamac de l'époque Wari avec 300 fardeaux funéraires à l'intérieur, donc qui montre que les Wari ont effectivement bien occupé ce site de Pachacamac et l'ont effectivement réaménagé. Mais à partir de 900 de notre ère, la culture Wari va donner naissance en fait à des petites chefferies locales qu'on a appelée la culture Ishma, qui est encore une culture sur laquelle on travaille beaucoup parce qu'on ne la maîtrise pas encore très très bien, mais on sait qu'à partir de 900 de notre ère, plusieurs chefferies, plusieurs petits royaumes sont présents le long de la côte pacifique, et à Pachacamac, eh bien, on va à nouveau reconstruire des édifices, réaménager d'autres lieux et agrandir considérablement le site. La culture Ishmael, elle va surtout se traduire par des pyramides qu'on a qualifiées de pyramides à rampe. Comme vous le voyez ici, en fait, c'est une structure pyramidale à plusieurs étages et l'accès se fait par une rampe principale qui débouche sur une grande place cérémonielle. Mais dans la partie arrière et tout autour, on a des lieux dans lesquels on stockait du matériel agricole ou des éléments à caractère liturgique pour des activités religieuses. On a des places dans lesquelles les gens pouvaient se réunir pour pratiquer des cérémonies profanes ou religieuses. Donc c'est tout un ensemble en fait résidentiel qui est constitué à partir de ce moment-là. L'archéologue actuellement qui travaille beaucoup à Pachacamac, qui s'appelle Peter Eckhout, qui est d'origine belge, pense que les pyramides à rampe de Pachacamac, dont on a retrouvé en fait 16 emplacements différents, correspondent à des pyramides qui hébergeaient différents lignages, différentes familles importantes, et qu'une fois que la personne qui gérait ce lignage décédait, elle était enterrée dans cette pyramide et qu'on allait en construire une autre à côté pour les gens qui lui succédaient. Donc, on retrouve un petit peu là la technique qu'auront les Incas d'aller chercher toujours de nouveaux territoires au fur et à mesure que des personnes que les Incas décèdent, sont successeurs allant conquérir d'autres territoires. Donc, on voit que là aussi, on a quelque chose qui trouve ses racines à une époque antérieure.
En tous les cas, la culture Ishma, ici, voilà une photo donc, prise de une des pyramides, qui s'appelle la pyramide numéro 3. On voit cette rampe d'accès ici, permettait donc d'accéder à un espace peut-être plus privé dans la partie supérieure, alors que les gens du commun étaient plutôt conviés à se réunir dans les places inférieures. Et quand on fait des schémas, quand on élabore en fait des maquettes par rapport à ces différentes pyramides, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, on a un complexe résidentiel assez conséquent. Vous voyez la pyramide qui est ici. Et on a plusieurs rôles. Ces pyramides sont à la fois rituelles, sont des lieux à caractère funéraire et sont des lieux aussi dans lesquels on va avoir des gens qui vont habiter, dont on a des familles importantes qui demeurent dans ce complexe résidentiel. Et Peter Eckhout a mis en évidence toute une série de céramiques qui ont été relevées. On en a un peu partout sur le site parce que 16 pyramides, c'est quand même très important. Voilà par exemple une jolie céramique qui fait un petit peu penser à ce qu'on aura plus tard chez les Incas avec les aribales, puisqu'on a une céramique qui est à pointe, donc qui peut s'enfoncer dans le sol, des petites anses de chaque côté, et puis des motifs peints sur le pourtour, comme par exemple ici un pélican qui est en train donc de manger un petit poisson. Et on a beaucoup de représentations à caractère maritime, ce qui semble assez logique puisqu'on est en bord de mer et que la mer a une importance fondamentale dans la cosmologie andine. Mais on a aussi retrouvé beaucoup de paquets funéraires d'époque Ishma. Je vous ai dit, on en avait beaucoup à l'époque Wari, on en a beaucoup à l'époque Ishma. Et ces paquets funéraires sont toujours aménagés dans lequel en fait le corps est placé en position fétale, entouré de différents tissus, et on va planter en haut du paquet une fausse tête, comme celle que vous voyez ici à gauche, qui est en bois peint. Donc on a les restes de peinture ici. Et par exemple, on a aussi ces coupes en bois avec des incrustations de spondylus. Vous vous souvenez, le spondylus, je vous en avais déjà parlé, c'est ce coquillage que vous voyez là, qui est bivalve, avec des petites pointes, hein, des petites protubérances, et qui est considéré comme un coquillage sacré, puisqu'il est lié à la fertilité et à la pluie qui arrive lorsque le Niño vient frapper les côtes du Pérou. Donc le spondylus est un coquillage rituel très important, qui est le symbole de la pluie et de la fertilité agricole. Et dans les sépultures Ishma, par exemple, ici, cette photo vous montre des restes de fardeaux funéraires où vous voyez très bien ces fausses têtes. Vous voyez, ici, il y en a une qui est plantée, là, on en a une autre. Donc ici, on a un fardeau d'un enfant avec 2 personnes adultes et les offrandes de céramique qui étaient disposées tout autour. Et ça, comme je vous ai dit, eh bien, sur le site, on en a trouvé une quantité vraiment très importante. Récemment, Peter Eckhout a fouillé une de ces pyramides à rampe qu'il a appelée la pyramide du singe parce qu'on y a retrouvé justement la momie d'un singe disposée à côté du corps d'une personne. Alors le singe, c'est pas un élément, c'est pas un animal qui habite la côte, c'est un animal qui vient de la forêt amazonienne, mais qui est présent dans plusieurs iconographies, notamment chez les Nazca, une culture antérieure à celle des Ishma. Mais en tous les cas, on a un singe, on ne sait pas trop comment il est arrivé là, mais qui a été déposé donc en tant qu'offrande. Et dans la place principale que vous apercevez ici de ce complexe religieux et résidentiel, eh bien, on a retrouvé en fait des vasques de céramique plantées dans le sol avec des restes de crémation de cordelettes et des paquets de cordelettes, comme si on avait stocké en fait des cordelettes qui en fait étaient utilisées pour attacher justement les fardeaux funéraires. Donc on pense que une l'occupation rituelle de cette place était justement de confectionner les paquets funéraires avec justement ces cordelettes qui servaient à maintenir le tissu et les corps ensemble. Et donc, les découvertes qui ont été faites viennent corroborer cela. Mais toujours sur cette même place, on a découvert une momie qui a été appelée la momie E20 du temple du singe. Et cette momie, en fait, était celle d'une jeune femme d'à peu près 35 ans qui avait été placée en position fétale, puis entourée de tissus. On voit ici les offrandes de coquillages et de céramique qui l'accompagnaient. Et ce qui est intéressant avec cette momie, en fait, c'est qu'elle n'était pas dans son lieu d'origine. En fait, elle n'appartenait pas à cette plateforme. Elle avait été amenée de l'extérieur.
Et on a mis en évidence qu'à côté de cette pyramide à rampe, eh bien, il y avait un ancien cimetière qui, à l'époque inca, va être réutilisé, va être transformé. Et donc, on avait probablement évacué des momies de ce cimetière. Peut-être que cette femme était une ancêtre importante, qu'on ne voulait pas la détruire, on ne voulait pas abîmer son fardeau funéraire. Et donc, on a récupéré du cimetière cette momie et on l'a placée dans ce nouvel lieu d'hébergement, on peut dire, qui était cette pyramide à rampe. Et du coup, on a fait des datations entre l'intérieur du fardeau funéraire et l'extérieur. Et on a en fait des datations qui montrent que le fardeau funéraire a été recomposé. On ne l'a pas ouvert, mais on a remis des cordelettes à l'extérieur, on l'a recomposé, et le fardeau, au lieu d'être vertical comme il est normalement, il était posé à l'horizontale. Donc, il y a eu une manipulation du corps de cette jeune femme dont on a voulu préserver les restes, ce qui vient corroborer une tradition andine ancienne qui est le culte aux ancêtres tout simplement et le culte aux momies. On sait que les Incas, plus tard, vouent aussi un culte aux momies des anciens Incas que l'on préserve, à qui on donne de la nourriture, on leur donne à manger, on les sort en procession, on les bichonne, ces momies en quelque sorte. Et donc ce culte aux ancêtres existait bien avant l'époque Inca, mais au moment où ces Incas arrivent à Pachacamac, eh bien certains lieux vont être modifiés, vont être réaménagés et on va donc déplacer certains de ces fardeaux funéraires. Et ce qui est très, très, très intéressant dans la découverte de cette momie, c'est qu'elle avait un petit collier où se trouvaient des graines d'Ichpingos. L'Ichpingos est en fait une plante, une graine qui pousse sur le versant oriental de la cordillère, du côté amazonien. Et quelques années auparavant, on avait retrouvé une momie de puma, regardez ici ce fardeau, qui contenait en fait quelques 900 et quelques graines d'Ichpingo que vous voyez ici. Et cette graine, en fait, eh bien, elle était très utilisée à l'époque préhispanique parce qu'elle a une odeur de camphre. Et donc, elle permet de masquer les odeurs qui se dégagent de la putréfaction des corps. Ces momies, comme celle de la jeune femme Evin, n'étaient pas traitées. C'est la sécheresse naturelle du lieu qui va préserver les corps. Des petits procédés de momification, je dis petits parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait en Égypte, mais qui vont être développés par les Incas, eux donc vont améliorer le traitement des corps. Mais à l'époque pré-Inca, eh bien, ces momies se dessèchent par elles-mêmes. Donc, pour éviter justement les odeurs un peu difficiles, eh bien, on mettait ces graines d'Ichpingo à l'intérieur du paquet funéraire. Mais ces graines, en fait, sont parfois utilisées pour leurs propriétés analgésiques et leurs propriétés aussi olfatives. Et dans dans le nord du Pérou, on va aussi les utiliser à l'époque pré-Inca pour les mêmes raisons. Donc cette découverte est vraiment très intéressante parce qu'elle nous parle du culte aux ancêtres, elle nous parle du culte aux momies et elle nous parle surtout de la façon dont certains temples et certains lieux vont être réaménagés au moment de l'arrivée des Incas. Quand on remonte un petit peu plus dans le site de Pachacamac, on arrive à ce qu'on appelle le vieux temple de Pachacamac, qui s'écrit Pachacamac en deux mots, qui se traduirait par le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. Ce temple de Pachacamac, les premières constructions remontent à l'époque Lima. Donc ça veut dire qu'on avait déjà un lieu de culte pendant la présence de cette culture Lima. Et ce temple va être rénové, va être retravaillé à partir des années 600-700 pour être agrandi. Et dans sa phase finale, c'est quand même un temple qui atteindra les 20 mètres de hauteur sur à peu près 130 mètres de large. Et on va y retrouver des peintures murales, comme ici par exemple, des fragments avec beaucoup de couleurs rouges, des personnages qui apparaissent soulignés en noir avec des couleurs jaunes. Et on va même trouver, regardez, des poils de lama qui étaient fixés sur des supports en bois et qui étaient donc les pinceaux qui avaient été utilisés pour réaliser les jolies décorations et les peintures murales du temple.
On a trouvé aussi à différentes entrées des restes de peinture murale. Regardez, une très jolie couleur rouge vermillon. Et ici, on va trouver un motif qu'on connaît bien dans le monde andin, qui est une grecque, avec un motif en escalier qui a donc à voir avec la représentation de la montagne et de l'eau. L'eau étant la volute ou la grecque, la montagne étant bien sûr l'escalier. Ça, je vous en avais aussi parlé précédemment. Donc, le vieux temple de Pachacamac, en fait, il va à un moment être scellé volontairement, on va l'abandonner. Mais quand on a fait les fouilles à l'intérieur, on a aussi retrouvé des lieux dans lesquels il y a eu des banquets très importants, des festins et des réunions. Et on va agrandir ce temple à travers la construction d'un autre temple qui s'appelle le temple peint. Le temple peint, tout simplement parce qu'à la fin du 19e, lorsqu'on découvre, qu'on commence à faire les premières fouilles à Pachacamac, eh bien, on va trouver sur les différents niveaux extérieurs ici des restes de peinture murale magnifiquement bien préservés. C'est Max Houlet, qui est le découvreur du site, qui va les mettre en évidence. Malheureusement, ces peintures, au cours du temps, vont s'abîmer, vont s'écailler, et là, beaucoup maintenant ont disparu. Mais quelques-unes sont restées, comme par exemple, vous voyez ici des petits personnages et des restes de peinture rouge également, des restes de peinture jaune. Et on a en fait deux types de peinture. La peinture la plus sombre, qui est rouge grenat, correspond à des représentations de personnages dans des attitudes un peu plus rigides, et les peintures qui sont faites en rouge plus clair, vermillon, comme vous voyez ici, représentent souvent des poissons, des personnages humains en attitude dynamique, comme vous l'avez ici, des oiseaux. Mais comme je vous ai dit, malheureusement, on a les relevés topographiques, mais les peintures en elles-mêmes ont été actuellement très endommagées. Mais ce temple peint, il est très important d'un point de vue purement cérémoniel, parce qu'au moment de l'arrivée des Incas, eh bien, il est utilisé, c'est lui qui est utilisé comme lieu à caractère cérémoniel, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Lorsque les Incas arrivent, donc, ils vont réutiliser certains lieux, mais par exemple, les temples, les pyramides à rampe sont abandonnés. On n'y touche pas, on les laisse. Et on va construire à côté un grand centre cérémoniel qu'on va appeler le Temple du Soleil, qui est donc la photo que vous voyez ici, où on a une construction à plusieurs étages, 6 étages, et dans la partie supérieure, eh bien, il y avait 2 édifices, 2 enceintes, qui étaient bien sûr les lieux à caractère cérémoniel où se passaient des choses à l'intérieur des bâtiments. Et le Temple du Soleil semble avoir été construit vraiment pour dominer l'ensemble du site de Pachacamac. Donc, n'oublions pas que les Incas imposent le culte du soleil, et donc l'avoir appelé Temple du Soleil est bien sûr tout à fait justifié. Néanmoins, lorsque les Espagnols, eux, arrivent sur le site, eh bien, ils vont se diriger tout de suite vers le Temple du Soleil, qui leur semble être le lieu où il y a le plus de richesse possible. Et on nous raconte eh bien, que les Espagnols rentrent dans le Temple du Soleil, et là, ils, accompagnés par les prêtres, ils arrivent dans une petite enceinte très sombre, malodorante, très humide, et on leur présente ce qui était le cœur même de l'activité cérémonielle de Pachacamac, l'idole de Pachacamac, qui était en fait un oracle disposé dans une petite pièce et qui communiquait avec les gens à l'extérieur à travers la voix des prêtres. Et cette idole de Pachacamac, eh bien, les Espagnols décrivent une sorte de morceau de bois sculpté, planté dans le sol. Bien sûr, ils le trouvent très laid, ils trouvent ça immonde, ça sent mauvais, c'est noir. Bref, ils prennent l'idole, ils le détruisent. Or, alors voilà ici la façade pacifique du Temple du Soleil, où on a des niches qui sont aménagées, qui, pense-t-on, peut-être pouvaient garder des momies de personnages importants du site qui étaient présentés à l'extérieur vers la mer, mais en réalité, c'est une hypothèse puisqu'on n'a jamais rien retrouvé à l'intérieur de ces niches. Et voilà les petits corridors, voyez ici la base des niches qui apparaît et le corridor qui permettait de circuler entre ces 2 pans de mur plantés vers l'extérieur. Par contre, ce qu'on a retrouvé, eh bien, c'est les restes de la porte d'entrée du sanctuaire, là où se trouvait justement l'idole de Pachacamac. Et on a ici, par exemple, la porte qui était faite
en roseau avec du tissu et regardez ce qui est accroché dessus. Eh bien, ce sont ces fameux coquillages de spondylus. Et de l'autre côté de ce tissu, eh bien, on a des empreintes, regardez, avec des petits personnages, des sortes de poulpes qui sont dessinés, des petits poissons, donc qui sont orientés vers une iconographie à caractère maritime, liée à la pluie et liée aussi à la fertilité agricole. Si on fait un petit schéma de ce temple du soleil, eh bien, on retrouve les deux enceintes d'origine qui maintenant ont disparu, qui ont été détruites à partir de la colonisation espagnole. Et c'est dans l'une de ces deux enceintes que l'on a trouvé justement cette idole de Pachacamac qui a été détruite par les Espagnols. Mais voilà-t-il pas, alors pardon, excusez-moi, un autre site à l'extérieur qui est très important, c'est la place des pèlerins, puisque à l'époque inca, eh bien, Pachacamac, l'idole de Pachacamac, qui devient un oracle, qui était un oracle depuis très longtemps en réalité, mais dont le culte a été récupéré par les Incas, eh bien, fait l'objet d'une consultation de la part des gens qui viennent de très loin pour venir poser des questions à cet oracle. Et on a une grande place qu'on appelle la place des pèlerins, qui est flanquée de restes de poteaux sur les côtés. Donc, ça veut dire qu'on avait des poteaux de bois qui montaient plus haut et puis un toit probablement en roseau qui fermait et qui permettait de protéger donc les pèlerins qui venaient ici. Et ces pèlerins s'approchaient de la pyramide et parlaient avec les prêtres, et les prêtres donc communiquaient les interrogations des pèlerins à l'oracle qui leur répondait. Donc ça veut dire que les Incas, lorsqu'ils sont venus à Pachacamac, ils ont récupéré les traditions locales de cette divinité du créateur du monde, puisque Pachacamac, selon les croyances des gens du littoral pacifique, eh bien, est le créateur des hommes et la mise en place de toutes les choses présentes sur le littoral pacifique. Et les Incas vont récupérer cela. Mais pourtant, on disait que l'oracle avait été détruit. Et voilà-t-il pas que dans les années 60, en faisant des fouilles dans le temple peint, donc qui est antérieur au temple du soleil construit par les Incas, eh bien on tombe sur une sculpture en bois, regardez, dont la partie haute représente un petit personnage et la partie basse est entièrement sculptée, exactement ce que décrivaient les chroniques espagnoles. Donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, il y avait probablement deux idoles en bois à Pachacamac, une qui était dans le temple peint, l'autre qui se trouvait dans le temple du soleil, aux côtés en réalité du soleil. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre que les Incas ont récupéré ce culte, l'ont transformé, l'ont aménagé et qu'ils ont mis Pachacamac au même niveau que le soleil. Encore une fois, on ne supprime pas, on n'éradique pas les cultes locaux, mais au contraire, on les valorise. Et donc, on avait deux idoles. Alors, est-ce que ça concernait des catégories sociales différentes qui allaient tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre? On ne sait pas exactement. Mais en tous les cas, on avait effectivement deux idoles distinctes. Et vous voyez que ce petit personnage, eh bien, d'un côté, il a deux profils qui ne sont pas tout à fait égaux. Il est représenté ici avec des petits épis de maïs. De l'autre côté, la figure fait apparaître des petits oiseaux marins, mais tout le long du tronc, ici, qui est entièrement sculpté, eh bien, on va trouver des représentations qui représentent beaucoup de petits félins. Vous voyez ici des pumas, des jaguars, des petites têtes félines. On a des arcs-en-ciel qui sont représentés, qui se terminent aussi par des têtes de félins. On a un oiseau ici qui apparaît, peut-être une représentation du condor. On ne sait pas exactement lire cette iconographie, mais on voit qu'on a beaucoup de représentations des animaux les plus puissants de la cosmologie andine, à savoir le jaguar ou le puma, le condor et le serpent, qui apparaissent donc dessinés sur tout le pourtour de cette idole de Pachacamac. Donc, lorsque les Espagnols arrivent, Pachacamac est un lieu éminemment important puisque c'est un lieu de culte
probablement le plus important de la côte pacifique, dans lequel se rendent les gens, et les gens viennent avec des offrandes. Et on a construit aussi, puisqu'on est bien sûr sur un lieu éminemment inca au moment de l'arrivée des Espagnols, on a aménagé un temple ici qui est le temple des Lakiawasi, les temples des Vierges du Soleil, qu'on appelle aussi des mamaconas. Les mamaconas, c'était les femmes les plus âgées qui résidaient dans ce temple et qui étaient chargées de la formation des jeunes Vierges du Soleil qu'on appelait les Akia et qui intégraient donc ce temple. Mais tout ce qu'on a retrouvé à Pachacamac sont des objets de prestige. Ce sont des objets éminemment bien élaborés, comme par exemple ici ces ornements de plumes. Regardez la couleur des plumes qui est vraiment spectaculaire. Les plumes qui venaient de la région Pacifique, qui sont collées sur du cuir, ici du cuir de lama, et qui étaient donc offerts à l'idole de Pachacamac. On a ici par exemple un couvre-chef de style lambayeke, avec aussi un travail de la plumasserie absolument remarquable, des fragments de tissu datés de l'époque Quichmaï ou Inca, parce que c'est un style très géométrique, très carré, comme on l'aura à l'époque Inca, mais peut-être plus figuratif. Donc, on a un mélange en fait des deux styles. On a retrouvé d'autres fragments plus géométriques ici qui seraient plutôt d'époque Inca. Un joli petit poisson, regardez, avec aussi travaillé en textile. Il faut savoir qu'à l'époque Inca, comme à l'époque pré-Inca, le textile, c'est le bien le plus précieux que l'on ait. Les textiles les plus précieux étaient faits en coton mélangé avec de la laine de Vigogne. Et c'était des offrandes très recherchées. Quand les Espagnols demandent les richesses aux Incas, eh bien, c'est les textiles qu'on leur présente d'abord. Ce n'est pas ni l'or ni l'argent. Le textile était bien plus valorisé que ne l'étaient les différents métaux. Et on a retrouvé des petits objets ici, comme ces espèces de petites cuillères avec un oiseau marin dans la partie supérieure, des petites figurines donc, qui étaient réalisées en argent. Et donc, le site de Pachacamac est très intéressant pour nous montrer à quel point les Incas se sont fait des spécialistes en fait dans la récupération des cultes locaux et la valorisation des cultes locaux. Néanmoins, plus au nord, dans la région donc, du département actuel d'Amazonas, les Incas vont conquérir aussi cette partie du territoire, mais là, ça ne va pas tout à fait se passer de la même façon. À l'heure actuelle se trouve la ville de Chachapoyas, que vous voyez ici, qui est en fait présente sur le versant donc oriental de la cordillère. La partie amazonienne est ici. Et tout le long ici, on va trouver plusieurs sites, dont le plus grand s'appelle Cuelap, et d'autres lieux comme Carajilla ou Rebache, dont je vais vous parler, de même que la lagune des Condors et le Gran Pajaten, qui appartiennent, tout ce territoire appartenait à une culture pré-Inca qu'on appelle la culture Chachapoyas. Alors, cette culture Chachapoyas, le nom, en fait, est un nom qui se décompose en deux. Sacha, qui veut dire arbre, et Poyo, qui veut dire nuage, c'est-à-dire les arbres dans les nuages. Et effectivement, on est dans la cordillère qui reçoit les influences amazoniennes. Donc, on est dans un lieu qui est très brumeux, qui est souvent effectivement caché dans le brouillard. Et c'est ce nom-là qui va être donné, c'est un nom quechua qui va être donné. Mais on ne connaît pas la langue parlée par les Chachapoyas. Par contre, ce que l'on connaît, c'est leur centre cérémoniel, leur centre résidentiel, le plus important, regardez, qui a été aménagé en haut d'une montagne, comme vous pouvez bien l'apprécier ici, et qui domine, regardez, à 360 degrés, toute une vallée environnante. Et ce site est vraiment, on l'appelle le Machu Picchu du Nord, parce qu'il est vraiment spectaculaire en termes d'architecture, d'implantation, de construction. Et les Chachapoyas, vous le voyez, ont aménagé un immense mur d'enceinte qui fait à peu près 210 mètres de longueur sur environ 800, de largeur sur à peu près 800 mètres de longueur. Et dans la partie interne, eh bien, on va trouver les restes des soubassements des constructions qui sont des soubassements circulaires. Dans la tradition sud-américaine, les constructions circulaires sont attribuées aux populations qui viennent d'Amazonie. Donc, on pense que les Chachapoyas, en réalité, c'est une culture
amazonienne qui, vers 800 de notre ère, serait remontée vers la partie andine et aurait pris possession de ces territoires en amenant avec elle ses traditions, ses croyances et son mode d'implantation architecturale. Mais on est sur un site qui paraît vraiment défensif. Les murs que vous voyez ici font environ 10 mètres de hauteur, peuvent parfois monter jusqu'à 20 mètres à certains endroits et entourent littéralement toute la partie du site principal. Quand on les regarde sur le côté, vous voyez que c'est vraiment très impressionnant comme enceinte fortifiée. Et l'entrée, justement, eh bien, c'est souvent une entrée sous forme de petites fentes d'accès très réduit qui va permettre de monter, de pénétrer dans la hauteur même du site. Et vous voyez la photo qui est prise de l'intérieur ici, qui vous montre donc juste cette fente d'entrée qui permettait probablement de contrôler l'accès et de gérer en fait qui rentrait à l'intérieur du site ou pas. Les Chachapoyas, ce n'est pas une entité aussi organisée que les Incas. On n'est pas sur une société hiérarchisée, contrôlée, avec quelqu'un au sommet qui gère tout ça. On est plutôt sur des petits groupes de gens qui se sont répartis un peu sur ce territoire, qui forment en fait des chefferies indépendantes les unes des autres, mais Cuelap apparaît comme le grand site qui va, d'une façon ou d'une autre, fédérer en fait ces populations. Mais pourquoi avoir une telle volonté de contrôle de ces lieux? On ne sait pas vraiment, parce que ce n'est pas simplement parce que les Incas vont venir les envahir, mais déjà auparavant, le site est construit avant l'intervention des Incas. Donc, on a vraiment une volonté défensive qui reste encore un peu mystérieuse. Et l'intérieur, quand on rentrait, eh bien, regardez, on montait ici, et au fur et à mesure que l'on avance, eh bien, le corridor se réduit. Et donc, il était très facile pour des guerriers de se mettre sur le côté et si quelqu'un rentrait qui ne leur convenait pas, de lui tomber dessus. Donc, on a vraiment une volonté de contrôler l'accès à l'intérieur du site. Une fois qu'on est à l'intérieur, eh bien, on fait face, donc vous voyez là, un autre accès ici, à ces constructions circulaires qui sont très proches les unes des autres, voire même parfois qui se touchent littéralement. On a reconstruit certaines de ces habitations et on a remis en place les décorations, regardez ici, qu'on a retrouvées, qui sont des sortes de losanges, donc des motifs géométriques, qui marquent en fait tout le soubassement de l'habitation. On a une petite corniche en détachement qui permettait donc de marcher pour pénétrer à l'intérieur de la pièce et le toit est fait en nichu, donc c'est un toit qui permet à la fois d'isoler, de protéger la pièce, mais de laisser circuler l'air. Et du coup, cette construction, elle est protégée de l'humidité, elle est protégée des animaux sauvages et elle est isolée. Donc, c'est une construction qui est tout à fait efficace. Et vous voyez donc que tous les restes des soubassements sont tous très près les uns des autres. Alors, c'est vrai aussi qu'on est sur une superficie qui, quelque part, n'est pas si grande que ça, puisqu'on a quand même 400 restes de construction d'époque Chachapoyas sur le site de Cuelap. Donc, ça veut dire que toutes les structures sont très, très proches les unes des autres. Voilà une petite reconstitution imagée de ce que devait être la vie donc, chez les Chachapoyas, avec donc ces habitations, vous le voyez, avec leur toit de paille. Les décorations sous forme de triangle, on en trouve beaucoup. Voilà, par exemple, un soubassement qui n'a pas été reconstitué. Donc, on a ici la porte et les décorations dans la partie basse. Mais on sait aussi que ces constructions étaient peintes. Donc, on a retrouvé des restes de peinture jaune, des restes de peinture rouge, des restes de peinture blanche. À l'intérieur même du site, en lui-même, on a des habitations qui sont placées sur une plateforme légèrement surélevée. Et parmi ces habitations, eh bien, on en a une, regardez, qui, elle, est rectangulaire, donc qui dénote par rapport aux autres et qui prend la forme de ce qu'on appelle une cayanca. La cayanca, à l'époque Inca, on en a par exemple à Machu Picchu, eh bien, ce sont des lieux de réunion, des grandes pièces dans lesquelles les autorités et certains responsables se réunissaient pour discuter des problèmes locaux et essayer de prendre des décisions d'un commun accord. Et donc, cette construction-là, eh bien, elle n'est pas Chachapoyas, elle est Inca. Et elle montre bien que les Incas ont
pris possession de ce site et ont construit quelques habitations à cet endroit. De même que sur cette plateforme surélevée, on a retrouvé aussi une tombe, donc on l'appelle Pueblo Alto, bien sûr, cette plateforme. Et on a les restes aussi d'une tombe d'époque Inca qui ont été retrouvés. Donc, on sait que les Incas, du coup, sont arrivés, ont pris possession de ce site. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que les Chachapoyas, ils ne se sont jamais vraiment soumis à l'Empire Inca, puisque lorsque les Espagnols vont arriver, l'une des premières nations à passer dans le camp espagnol, ce sont les Chachapoyas. Donc, eux n'ont jamais accepté la domination des Incas. Comment s'est faite cette domination? Est-ce qu'elle a été violente? Est-ce qu'elle a été militaire? On n'a pas vraiment d'informations là-dessus parce que le site de Cuelap ne nous montre pas de destruction particulière. On a regardé ici des pierres, on a quelques pierres gravées avec une représentation de deux jolis petits serpents ici. Et on a un autre édifice aussi qu'on appelle le Tintero, qui est un édifice très énigmatique qui se trouve à l'une des pointes du site de Cuelap, vous voyez, qui est évasé vers le haut, mais à l'intérieur, on a une chambre en fait qui fait comme une bouteille, c'est-à-dire un petit corridor, et ensuite la partie basse qui s'étage comme ça, qui s'étale comme une bouteille. Est-ce que c'était un lieu d'entrepôt de produits agricoles ou est-ce que c'était un lieu à caractère cérémoniel? On ne sait pas vraiment parce qu'on n'a rien retrouvé en réalité à l'intérieur. Mais cette construction, elle dénote beaucoup par rapport aux autres. Est-ce qu'elle est complètement Chachapoyas ou est-ce qu'elle aurait été influencée par la présence Inca? Là aussi, on peut en discuter. Voilà encore un petit masque ici sur justement le pourtour de ce Tintero où on a un petit visage humain qui apparaît de façon très stylisée. Et les Chachapoyas, donc, hormis ce grand centre de Cuelap, nous ont laissé aussi beaucoup de traces en termes de tradition funéraire. Et vous voyez ici, dans la montagne, eh bien, on a des petites anfractuosités et on y a retrouvé, regardez, des maisonnettes, des toutes petites maisons qui ont été construites dans cette anfractuosité naturelle. Et ces maisonnettes, elles sont peintes en rouge, elles présentent des motifs géométriques, mais elles sont ouvertes sur les côtés et parfois même sur le devant. Et c'est là que l'on plaçait les fardeaux funéraires. Et les Chachapoyas vont exceller dans l'art de trouver les endroits les plus inaccessibles, les plus difficiles pour garder leur fardeau funéraire. Malheureusement, ce site-là, il a été pillé depuis très longtemps, les fardeaux ont disparu, mais si on reconstitue l'endroit, effectivement, vous voyez qu'on imagine comment étaient placés les fardeaux funéraires à l'intérieur ou sur la partie du toit de ces maisons. Et on a d'autres lieux funéraires, toujours Chachapoyas, qui sont encore plus compliqués, je dirais, encore plus difficiles, comme le site de Carajilla, où vous voyez qu'en fait, c'est dans cette corniche de cette falaise que l'on a disposé, regardez, des fardeaux funéraires qui sont faits en fait avec une structure en bois et recouvert d'argile et le défunt, le squelette, est placé sous position fétale à l'intérieur de ce fardeau funéraire et on va décorer avec une fausse tête en argile et une petite tête de mort dans la partie supérieure. Alors là, pour accéder à cet endroit-là, c'était vraiment sportif. Et on pense qu'à l'époque, ils descendaient avec des cordes depuis la falaise et que les fardeaux, en fait, les sarcophages, étaient aménagés localement avec de l'argile et du matériel local. Mais il fallait quand même amener le corps déjà placé en position fétale de la personne. On appelle ça les purunmacho. Les purunmacho, en fait, qui se traduisent par les anciens, les vieilles personnes. Et on va donc avoir plusieurs styles de purunmacho, comme par exemple ici, pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. On a des styles plus ou moins élaborés, comme par exemple des purunmacho petits, plus grands, avec un visage plus haut, et finalement, certains qui sont même peints, comme celui que je viens de vous montrer, qui était probablement réservé aux personnes les plus importantes et celles qui occupaient la position hiérarchique la plus importante.
Néanmoins, malgré l'endroit où elles étaient très isolées, très difficiles d'accès, certaines de ces sarcophages ont été attaqués. Et vous voyez, par exemple, ici, on a une momie qui a été dévorée par des rongeurs et certains fardeaux funéraires ont été préservés dans le musée de l'Aïmé Bamba, où on peut les contempler à l'heure actuelle. Regardez les momies ici qui étaient donc attachées pour maintenir le fardeau funéraire. Mais c'est à la lagune des Condors, plus au sud, qu'on a retrouvé tout un ensemble de fardeaux funéraires. Regardez, cette lagune est absolument magnifique. Malheureusement, il faut une semaine de marche pour y accéder, c'est un peu compliqué. Et là aussi, on va retrouver nos chulpas, nos petites maisons que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a ici donc des sortes de plateformes et on a profité d'une corniche pour aménager, pour construire ces maisons. Et à l'intérieur, on y a retrouvé en 1996 200 momies placées dans cette maisonnette. Pour éviter qu'elles soient pillées et détruites, on les a ramenées au musée de l'Aïmé Bamba. On ne les a pas toutes dépiotées, puisque vous voyez qu'ici, elles sont dans l'état où on les a trouvées, c'est-à-dire avec les tissus et avec les cordes qui les maintenaient. Et on a un autre site plus important, plus au sud, qui est Grande Pajaten, qui alors lui, pour l'instant, vraiment inaccessible, mais qui a été un petit peu fouillé par les archéologues. Et là, on retrouve un peu ce que devait être Cuelap, avec les peintures d'origine, puisqu'on a regardé de très jolis motifs géométriques et on retrouve les Grecs aussi représentés. Et vous voyez qu'on a des petites statues en bois, regardez, qui sont accrochées à la structure. Au musée, on les a recréées, on les appelle des pinchudos. Et ces petites statues en bois représentaient peut-être des personnages, des dignitaires, mais en fait, on les appelle pinchudos parce que pinchu, c'est le petit sexe qui est représenté ici et qui est très, très visible. Donc, on pense peut-être aussi à quelque chose qui est lié à la fertilité. Et certains de ces bâtiments ont très jolie décoration, beaucoup plus sophistiquée qu'à Cuelap, comme ces petits personnages, regardez, qui ont des coiffes et qui ont des mains et des pieds à l'écart. La céramique Chachapoyas, elle n'est pas super élaborée, elle est moins fine, moins belle que ce que l'on faisait à l'époque dans d'autres régions du Pérou, mais on a une influence d'une céramique qui est la céramique de Cajamarca, qui est beaucoup plus géométrique, mais aussi beaucoup plus fine, et que l'on va trouver à Chachapoyas, qui montre bien que ces gens avaient des interactions avec d'autres ensembles culturels, Cajamarca, mais aussi la côte pacifique. Par contre, on a des jolies calebasses, regardez, qui sont pyrogravées, qui représentent des petits félins et des personnages humains. Et par contre, les textiles de Chachapoyas sont réputés pour leur grande finesse, des textiles de coton. On va retrouver nos petits personnages, toujours avec les bras à l'écart, les jambes à l'écart, qui tiennent des sortes de bâtons et de très jolies couleurs, regardez, faites à base de matériaux de minéraux ou de végétaux. Mais on a aussi toute une série d'artefacts d'époque inca, comme par exemple ce joli petit collier avec des restes de plumes, regardez, qui viennent de la région amazonienne. On a les quipus, bien sûr, qui sont typiquement incas. On a ce qu'on appelle les pachas, qui sont des sortes de vases dans lesquels on pouvait verser du liquide et qui tombaient ici pour irriguer de façon symbolique la terre. On a des têtes de lama, des gobelets en céramique, alors ça c'est purement inca, des représentations très naturalistes de têtes de lama, les fameuses zaribales que vous connaissez, donc des petites, et puis celle-ci ici qui est un peu plus élaborée avec un visage humain stylisé. Et puis dans la région de Puruñacta, qui est un autre site Chachapoyas, on a retrouvé quelque chose d'assez surprenant, ces deux vases qui étaient en fait posés l'un dans l'autre, qui probablement ont été réalisés sur la côte pacifique, qui sont en argent et qui ont été probablement importés à Chachapoyas. Et ces deux vases-là avaient été déposés comme une sorte d'offrande à la mère-terre, à la Pachamama. Il y avait des éléments qui avaient été brûlés autour, mais la décoration, le style, eh bien, c'est comme un quero inca, c'est-à-dire ces vases qui vont en s'évasant vers le haut, avec le bandeau sculpté. Et quand on regarde de plus près, eh bien, on va trouver ici des représentations d'un petit personnage avec un nunku, c'est-à-dire une tunique typiquement inca, une dame qui porte aussi une tunique de l'époque, mais le chapeau, lui, c'est un chapeau plutôt espagnol.
Et ça, c'est assez amusant puisqu'on a l'impression de voir en fait un syncrétisme entre l'implantation inca, le style inca, et les Espagnols qui vont occuper ce territoire par la suite. Mais on sait donc que les Chachapoyas vont lutter contre les Incas, n'accepteront pas la domination inca, qu'il y aura des combats probablement et des luttes intestines, et que les Chachapoyas, eh bien, vont donc, pour marquer leur différence et leur désaccord avec les Incas, passer dans le camp espagnol pour lutter avec les Espagnols contre les Incas. Bon, plus tard, ils réaliseront que ce n'était peut-être pas le bon choix à faire, mais malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et l'histoire suivra son cours. Voilà, je vais terminer ici cette présentation et je vais arrêter le partage d'écran. Avant de finir, je voulais vous recommander un ouvrage, si vous voulez faire une petite analyse des traditions et des croyances liées à l'eau dans le monde entier. Un ami à moi qui s'appelle Sylvain Vassan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les civilisations mères et leurs énigmes », qui parle du Pérou, mais qui parle aussi d'autres cultures au monde. Et qui a été publié chez U Publisher et que vous pouvez trouver, vous pouvez commander aussi en ligne. Voilà, je vous remercie pour votre attention